Alors, bienvenue à tous dans cette conférence sur le tracking et WordPress, le tout dans un cadre légal, et on va voir justement ce qu'on peut faire. Alors, j'ai commencé par me présenter. Je m'appelle Ronan Hello, je suis expert Matomo, consultant formateur et développeur web. Donc, je fais également du développement WordPress en parallèle de mes compétences sur la data analyse et la collecte de données. Mais aujourd'hui, je passe la majorité de mon temps à accompagner les entreprises sur la mise en place de solutions d'analyse d'audience, donc comme Google Analytics et Matomo, avec une plus grande spécialité pour Matomo, même si j'ai travaillé pendant des années sur les services de Google. Et aujourd'hui, pour la communauté de Matomo, du coup, je vais être un acteur qui va globalement créer des plugins qui sont gratuits, disponibles sur la marketplace, utilisés par pas mal de personnes aujourd'hui. Je vais également faire des thèmes, puisqu'on va avoir un peu le même système que sur WordPress, on va pouvoir un petit peu customiser l'interface de Matomo. Et je vais également proposer des outils tiers qui permettent de faire de la gestion de masse d'instances Matomo. Donc ça, c'est plutôt à destination des agences, pour gérer un parc d'installations Matomo d'un seul coup via l'API. Voilà, donc différents outils à chaque fois qui gravitent autour d'une même solution. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai un site personnel, ronan-hello.fr, sur lequel je mets en ligne des documentations et des formations gratuites sur des sujets qui me tiennent à cœur, à savoir des sujets data et web, globalement. Mais fini de parler de moi, on va maintenant parler data. Donc, j'ai prévu un petit plan, en gros, en 9 étapes pour cette formation. Donc, on va voir globalement à quoi ça sert de collecter des données, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil pour les mesurer, et ensuite, comment est-ce qu'on va pouvoir correctement, globalement, les configurer pour collecter de la donnée pertinente. Vu qu'on collecte de la donnée, forcément, on a un cadre légal, donc on va devoir parler un petit peu du RGPD, on n'a pas le choix. Et derrière, on va voir comment est-ce qu'on peut simplifier justement toutes ces connexions, ces petits réglages légaux grâce à la Consent API de WordPress. Et on pourra ensuite regarder un petit peu toutes les données qui remontent, comment on peut les affiner, comment on peut rajouter du contexte. Et vous verrez à la fin, j'ai des petits scripts qui vont vous être plutôt utiles pour collecter des informations, on va dire, avec un simple copier-coller maintenant. Alors, on commence par le début. Pourquoi est-ce qu'on collecte des données ? Eh bien, tout simplement pour proposer une amélioration continue de vos services. Alors, je dis service parce qu'on n'est pas forcément rattaché au web. On collecte de la donnée, dans notre situation ici, sur un site web, mais de manière générale, on collecte de la donnée pour proposer une amélioration continue de nos services, à savoir l'expérience des utilisateurs, que ce soit dans un lieu physique, sur votre site e-commerce, dans la rue, où vous voulez améliorer la perception de vos services. Donc pour ça, il faut comprendre les utilisateurs. On va également se servir de ces données-là pour optimiser des campagnes marketing. Si vous faites de la publicité, j'imagine que vous avez déjà un outil d'analyse d'audience qui permet de savoir si les campagnes fonctionnent ou non, de calculer votre ROI, etc. Donc normalement, vous avez déjà cette petite base-là si vous faites de la publicité. Et pour toutes les entreprises, ça va être principalement pour générer plus de chiffre d'affaires. On veut comprendre nos utilisateurs pour mieux les orienter, pour générer plus de profit. Donc derrière, avec ces données-là, l'idée c'est de retirer et d'identifier tous les obstacles qui vont bloquer la conversion. Et à l'inverse, on va aller isoler les utilisateurs qui ont un parcours type et optimal jusqu'à la conversion. On va essayer de comprendre pourquoi certains utilisateurs vont plus rapidement à la conversion et pourquoi certains s'arrêtent en chemin. Et l'idée, c'est d'optimiser ce chemin-là. Donc pour le faire, il va falloir mesurer. Donc on va regarder les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour récupérer ces données-là. Le plus populaire de tous, c'est Google Analytics 4, solution phare. Successeur de Google Universal Analytics, regretté par beaucoup de personnes. GA4, on va dire, dans une position un petit peu ambiguë avec une interface un peu plus complexe que pouvait avoir Universal Analytics et surtout un positionnement data différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez les outils concurrents. Donc globalement, je vous ai mis à chaque fois sur plusieurs slides des points, on va dire, positifs, négatifs. Ça vous permet très vite de comprendre l'essence de ce que je vais vous dire. Sur GA4, globalement, il est populaire. Donc, comme il est populaire, il dispose d'un maximum d'intégration avec des outils tiers. Je me doute que dans la salle, il y a pas mal de SEO, de référenceurs. Les référenceurs ont souvent plein d'outils. Ces outils, en général, vous proposent une connexion Google Analytics 4 pour avoir un jeu de données plus complet et être plus pertinent. Ça va être moins le cas avec la concurrence. Les outils tiers vont généralement proposer uniquement un connecteur GA4. C'est assez rare de voir d'autres choses. Un point qui est quand même essentiel, c'est le fait que GA4 en fait, ait complètement changé de paradigme par rapport à sa version précédente, Universal Analytics.
Il faut comprendre que GA4, ce n'est pas une simple mise à jour d'Universal Analytics, mais c'est un changement complet de structure de données. Pour vous expliquer, Universal Analytics, c'est un outil qui est orienté session utilisateur. Donc on a des gens qui viennent sur un site web, qui au cours d'une session vont voir des pages vues et réaliser des actions. Ça, c'est la logique selon Universal Analytics, donc GA3. Avec GA4, c'est différent. On va avoir un utilisateur qui va réaliser des actions. Ces actions, c'est ce qu'on va appeler des événements. Un événement, c'est une unité d'information. Et GA4 va tout simplement collecter l'ensemble de ces événements-là et les séquencer pour générer des rapports qui sont plus ou moins pertinents en fonction de vos besoins. Cette approche, elle est beaucoup moins intuitive pour les utilisateurs. Elle nécessite plus de temps pour la prise en main. À terme, elle est plus flexible, moins restrictive. Elle vous permet de faire de la collecte sur de l'IoT, donc des objets connectés, des applications mobiles, des sites web, là où, avec l'ancienne version, on était obligé de collecter des informations via du web. Alors, on pouvait détourner la fonctionnalité web, mais on était obligé de simuler une URL associée à l'information, etc. Aujourd'hui, on n'a plus ça, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus pratique. Un autre point non négligeable, on le verra face à la concurrence, c'est que GA4 aujourd'hui, il est gratuit. Alors, il est gratuit jusqu'à un certain palier. Globalement, ce que j'aime bien dire, c'est que si vous atteignez ce palier, c'est que vous pouvez vous permettre de le payer. Donc, pour la plupart des utilisateurs, GA4 est gratuit et ce n'est pas un souci. Le souci majeur de GA4, c'est la qualité des données. Alors oui, ça peut paraître assez étrange que l'outil populaire et leader de son marché sur la collecte de données ait un problème monstrueux de fiabilité de la donnée. C'est encore une fois à cause de la partie RGPD, on le verra tout à l'heure quand on parlera un petit peu du consent mode, mais GA4 a un terrible problème de fiabilité de la qualité de la donnée. On en reparlera tout à l'heure, je ne veux pas tout vous spoiler tout de suite. Et donc, on avait un outil ici propriétaire mis en avant, et pour équilibrer tout ça, je vais vous parler du coup de Matomo, qui est un outil open source et libre de droit, de conception, on va dire, française, qui est aujourd'hui, qui connaît un essor, on va dire, depuis évidemment l'arrivée du RGPD, et encore plus depuis 2021, quand Google Universal Analytics a été complètement, on va dire, mis au tapis. Et donc Matomo a quand même beaucoup d'avantages sur des aspects critiques de la collecte de données. Notamment le fait que Matomo soit un outil respectueux de la vie privée. Alors, c'est bizarre de dire juste ça comme ça, mais Matomo est conçu pour collecter énormément de données tout en respectant la vie privée. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression, si vous avez Matomo et GA4 côte à côte, qu'il y a beaucoup plus de choses dans Matomo, et en même temps, on ne peut pas pister les personnes très précisément. Ou en tout cas, on n'a pas le droit de le faire. On a une interface dans Matomo qui est plus simple, parce qu'elle reprend les concepts qu'on connaissait chez Universal Analytics, à savoir une structure en session, utilisateur et page. Donc quelque chose qu'on a l'habitude de manipuler. Et Matomo a la possibilité d'être exempté de consentement. La possibilité d'être exempté de consentement, ça veut dire que Matomo vous permet simplement de respecter le RGPD. Et par défaut, Matomo ne respecte pas le RGPD. Et pour les personnes qui connaissent déjà un petit peu l'outil, ça c'est une zone de flou, parce que j'ai beaucoup de clients qui vont avoir Matomo installé, et dessus, aucun consentement mis en place, alors que Matomo n'est pas configuré de la manière à respecter le RGPD. Donc attention, il y a une petite configuration à faire, il ne faut pas passer à côté. Vu que vous êtes probablement tous adeptes de WordPress, vous êtes fan du système de marketplace et de plugins qui permet d'étendre les fonctionnalités de WordPress, et bien dans Matomo, on va retrouver exactement la même chose via une marketplace qui permet au choix d'installer des thèmes pour modifier l'interface ou des plugins pour modifier les fonctionnalités de l'outil. Donc, c'est quand même quelque chose qui va nous permettre aujourd'hui, pas à pas, de révolutionner le marché de l'analyse d'audience, parce qu'on a une communauté grandissante qui vient contribuer sur un seul et même produit pour aujourd'hui se faire une place et rendre Matomo un réel acteur concurrentiel face à GA4. Ça, c'est quand même une première. Bon, évidemment, il y a des points négatifs. Le point négatif, c'est l'un des points positifs de GA, c'est les intégrations avec les outils tiers. Matomo, malheureusement, s'interface assez mal avec les autres outils, en raison d'une faiblesse interne sur son API, et surtout de sa popularité qui fait que les outils tiers ne s'intéressent que trop peu à Matomo et ne proposent pas aujourd'hui de connecteurs, ou en tout cas pas suffisamment. Je vous ai mis également le fait que Matomo est basé sur les sessions. Alors Matomo basé sur les sessions, ça veut dire qu'on est sur l'ancien schéma de GA3, et c'est bien parce que vous allez vous y retrouver, mais c'est pas bien parce que on prépare pas l'avenir. Et l'avenir, malheureusement, il est basé sur les événements. Enfin, je dis malheureusement, mais en réalité, c'est une bonne nouvelle.
Matomo, aujourd'hui, les événements, c'est pas au cœur du moteur. Et moi, j'aimerais bien que Matomo se penche sur ce sujet-là et bascule sur un tracking basé sur les événements. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et surtout, ce qui est le plus remonté par mes clients, finalement, mes clients ne voient pas les 2 points négatifs que je vous ai montrés, et ils ne voient que ça, c'est qu'une interface vieillissante. On a une interface aujourd'hui qui est digne du début des années 2007-2010, donc compliqué aujourd'hui quand on a des outils concurrents avec des technologies réactives propres et des logiques d'UI modernes, là où Matomo vous propose quelque chose de très, voire trop simpliste, et surtout avec des lenteurs qui persistent encore un petit peu dans l'interface. Bon, assez parlé des outils, maintenant on va regarder comment est-ce qu'on les installe correctement sur un site WordPress. Alors, on serait tenté de faire un copier-coller, mais vous allez voir, ça c'est pas aussi simple. Déjà, quand vous voulez mettre en place une solution d'analyse d'audience, on va se tourner vers un outil qui s'appelle un Tag Manager System, un TMS. Le Tag Manager, son rôle, ça va être de centraliser les codes, donc là, le code soit de Google Analytics, soit de Matomo, et ou d'autres outils tiers que vous allez avoir envie de déployer. Donc on va les centraliser dans ce qu'on appelle un conteneur, donc c'est une boîte dans laquelle on va mettre tous les petits codes, et ce Tag Manager, il va venir les cadencer, c'est-à-dire qu'il va savoir que Matomo et ou GA4 doit être déclenché à chaque changement de page vue. On va également avoir un petit code qui va se déclencher à chaque soumission d'un formulaire de contact. On va avoir un petit code qui va se déclencher à chaque ajout au panier, à chaque commande. Et donc votre Tag Manager, il va venir centraliser les codes et les séquencer. Et ça, c'est quand même vachement pratique. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de solliciter une équipe technique si vous n'êtes pas technique. L'autre intérêt, qui pour moi est surtout celui-là, c'est que ça vient segmenter et séparer le code de machine, donc le code, on va dire, de production de votre outil, et le code marketing. Les deux ne rentrent pas en conflit, il n'y a pas de gestion, l'équipe technique n'a pas à gérer du code marketing, le marketing gère ses affaires marketing, tout le monde est content. Dans un conteneur, on va retrouver, je vous ai mis ici, les chatbots, donc tout ce qui est intercom, small chat, etc. Vos bandeaux cookies, cookie yes, cookie bot, Acceptio, etc. Toute votre CMP, les solutions d'analyse d'audience et leurs événements personnalisés qui sont associés. Donc j'ai pas mis, mais vous pouvez retrouver également tout ce qui est conversion, ads, etc. Tous ces éléments-là, ça va dans un Tag Manager. Donc, comme le but de la conférence est de vous montrer à chaque fois avec les 2 outils comment est-ce qu'on peut mettre en place, dans Google, vous avez le monument Google Tag Manager, qui est le Tag Manager, on va dire par défaut de beaucoup d'entreprises, et Matomo Tag Manager, qui est le Tag Manager intégré de Matomo. Alors, ce qui est marrant, c'est que les 2 Tag Managers peuvent être interposés entre eux. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre Google dans Matomo Tag Manager et Matomo dans Google Tag Manager. Vous n'êtes pas cloisonné dans une marque ou une autre. Ça, c'est quand même plutôt pratique. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qui vont avoir du Matomo dans du Google Tag Manager et beaucoup de clients qui vont avoir du Google Ads dans du Matomo Tag Manager. Donc, pas de limitation à ce niveau-là. Pour installer les services Google sur votre site WordPress, il y a une extension qui s'appelle Google Sitekit, que j'imagine vous connaissez, qui est plutôt très bien faite d'ailleurs, c'est très complet, c'est super simple à installer et surtout, on le verra, mais c'est compatible WP Consent API. Ça, je nous le laisse pour tout à l'heure, mais on va revenir dessus. Le seul souci, c'est que si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver avec des doublons de code. C'est-à-dire que vous allez synchroniser votre compte Google Analytics pour pouvoir générer un tableau de bord, on va dire simpliste mais efficace. Et en même temps, Sitekit va automatiquement déployer le code de Google Analytics 4. Alors quand on n'utilise pas le Tag Manager, c'est bien, mais nous, on fait les choses mieux. Du coup, on utilise le Tag Manager. Donc, vous allez également vous connecter à Sitekit avec votre compte Google Tag Manager et vous allez déployer le Tag Manager. Sauf que dans le Tag Manager, il y a aussi le code de Google Analytics. Donc pour éviter les doublons, vous allez tout simplement décocher ici la configuration, enfin le déploiement du code de Google Analytics et ne laisser que le code de Google Tag Manager. Et avec ça, en 2 clics, vous allez automatiquement avoir déployé votre Tag Manager. Alors ça, c'est tous les points positifs. Un petit point, moi, qui m'embête un petit peu, c'est le système d'authentification et de permission de Google, qui fait que le tableau de bord dans le back-office de WordPress n'est accessible qu'aux personnes qui ont un accès réel à Analytics. Et on a un petit conflit comme ça au niveau des permissions, qui fait que j'ai des clients qui en fait ne voient pas le tableau de bord, mais d'autres qui le voient en fonction de leur compte WordPress. Ça peut être un petit peu frustrant, mais bon. J'ai envie de dire, si on en est là à traquer de la donnée, vous allez regarder vos données directement dans Analytics ou dans un Looker Studio plutôt que dans le back-office de WordPress. Côté Matomo, on a 3 plugins principaux qui sont possibles aujourd'hui. On a le plugin officiel,
Alors vous avez vu, j'ai mis une petite croix rouge, hein, c'est pas par passion, c'est parce que le plugin officiel, en fait, il est vraiment pas du tout adapté à ce qu'on veut faire. Le plugin Matomo Analytics officiel, il sert à installer tout le code source de Matomo sur WordPress. C'est-à-dire que vous allez avoir votre WordPress sur le serveur et vous allez avoir un Matomo collé à côté. C'est la pire chose à faire. Vous allez avoir des lenteurs, vous allez avoir une base de données qui mélange du code, enfin des tables WordPress et des tables dédiées à Matomo, donc pas du tout une bonne idée. Ça peut emmener des problèmes de sécurité et surtout votre serveur va prendre 2 fois plus de hits puisque pour une connexion à une page sur votre site WordPress, on va envoyer une requête HTTP à Matomo pour le tracking et donc vous allez faire x2 en termes de conso serveur, ce qui pour le coup n'est pas forcément une super idée. Donc, en clair, ce plugin, on oublie, il sert juste pour faire découvrir Matomo à des personnes. Mais c'est une version light de Matomo, c'est pas la version complète, donc on oublie. Alors, je ne l'ai pas mis dans les 3 petites photos ici, mais il y a un deuxième plugin officiel Matomo, qui est un plugin Matomo for WooCommerce, qui permet de récupérer de manière server-side, donc un tracking côté serveur, fiable, sans possibilité de l'internaute de désactiver le suivi, pour collecter les informations e-commerce. Ce plugin, il est payant, c'est un abonnement annuel, vous l'achetez, vous l'installez, et en 3 minutes, vous avez le suivi e-commerce qui remonte dans Matomo. Ça marche plutôt bien. Le souci, c'est que si vous avez un tracking classique côté client, vu que ce suivi e-commerce est côté serveur, vous n'allez pas avoir de relation entre les produits qui sont achetés et les comportements des utilisateurs. C'est un petit peu dommage, parce que c'est quand même ce qu'on vient collecter, c'est ce qu'on vient chercher, donc moi j'ai un peu de mal aujourd'hui à recommander ce plugin Matomo for WooCommerce. Il y a un autre plugin de la communauté qui a été développé, qui permet de faire la même chose, mais côté client, donc c'est un plugin Matomo for WooCommerce, on va dire, mais qui le déploie côté client, et donc vous allez pouvoir récupérer les informations e-commerce en même temps que l'intégralité du suivi de l'utilisateur. Donc pour ceux qui connaissent déjà Matomo et qui ont probablement eu l'occasion de l'installer, vous devez connaître le connecteur de André Brackling ici, qui est le connect Matomo Connect ou WP Matomo. Ça marche très bien. C'est un plugin qui est largement utilisé. Vous avez vu, 70 000 installations. Le seul petit problème que moi je peux lui relever, c'est que c'est pas par défaut, c'est qu'il installe le code de suivi classique et pas le tag manager. Pour des clients, on va dire, un peu qui n'ont pas de gros enjeux data, c'est pas gênant. Mais nous, et surtout dans cette conférence, on est là pour faire les choses bien. Et les choses bien, ça passe par le tag manager. Donc ce plugin-là, c'est pareil. Au final, moi je vais le squeezer, même si c'est le plugin de référence depuis des années, et il est très bien. Et à côté, du coup, vu que j'étais insatisfait de ce qui était proposé, j'ai développé moi-même un plugin qui s'appelle OpenMost Sitekit, qui aujourd'hui est dans une V1, fin de bêta V1, qui vous permet de déployer le Tag Manager sur votre site web et de gérer automatiquement des aspects RGPD, et on le verra, de générer un data layer contextualisé, on verra tout à l'heure, mais voilà, qui globalement me permet à moi, chez mes propres clients, d'installer les recos que je leur demande en 2 clics. Donc ça me fait gagner un temps fou, et voilà, je vais continuer de faire ça. Donc là, on a nos plugins qui installent les différents tag managers sur nos sites web. Les données, techniquement, sont censées remonter. Le problème, c'est qu'on est en France, la France, on est dans l'Union européenne, et dans l'Union européenne, on a une réglementation obligatoire, c'est le RGPD. Donc le RGPD, vous en avez tous déjà entendu parler, on a tous mis des bandeaux cookies plus ou moins sur nos sites web, c'est super important, c'est une obligation légale, mais est-ce qu'on est obligé de mettre des bandeaux cookies? Est-ce qu'on peut avoir des données qui remontent sans bandeau cookie et certaines seulement si on a un bandeau cookie? Est-ce qu'on peut avoir un tracking hybride? L'idée, c'est justement de passer en revue un petit peu ce qu'on a. Alors premièrement, pour GA4 aujourd'hui, il y a une espèce de phase d'adaptation où pour avoir GA4 sans bandeau cookie, vous devez faire de la proxification, rentrer dans des choses un peu complexes. Donc on va considérer que out of the box GA4, vous êtes obligé d'avoir un bandeau cookie. C'est-à-dire que pas de bandeau cookie, pas de GA4. Bandeau cookie égale GA4. Donc pour Matomo, c'est différent, on l'a vu tout à l'heure, Matomo est exempté de consentement. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, si on fait la bonne configuration, de mettre Matomo en place et une collecte de données presque complète sans bandeau cookie. Alors, les pages vues et la volumétrie, pas de bandeau cookie. Le temps passé sur le site, les vitesses de chargement des pages et les interactions basiques des utilisateurs, pas de bandeau cookie. Par contre, suivi e-commerce, bandeau cookie obligatoire. Vous avez un site e-commerce, vous n'avez pas le choix, c'est forcément un bandeau cookie.
Alors Matomo essaye d'avancer dans un cadre légal où on anonymise le numéro de commande, etc. Mais aujourd'hui, c'est toujours pas valide au niveau de la CNIL, donc je considère que ban de cookies si vous êtes un e-commerçant. Tout ce qui est suivi cross-device. On va voir aussi ça dans la suite de la présentation, mais on a la possibilité de suivre les gens d'un périphérique à un autre. Ce suivi cross-device, on peut le faire, c'est super intéressant dès qu'on a un espace membre, qu'on a une plateforme, ce genre de choses, un intranet, mais on a la nécessité d'avoir un ban de cookies. Tout ce qui est données personnelles, alors si vous êtes un site vitrine des données personnelles, je veux dire, à part l'adresse IP, globalement vous allez quasiment rien collecter, donc normalement on devrait pouvoir passer au travers, mais s'il y a des données personnelles, ban de cookies obligatoire. Et après, tout ce qui est heatmap, donc carte de chaleur et enregistrement de session, ça par contre c'est rédhibitoire. En même temps, vous doutez bien qu'avoir le tracé exact de la souris, les saisies clavier, etc., c'est quand même trop intrusif, donc on est obligé d'avoir un ban de cookies à ce niveau-là. Globalement, voilà un petit peu la séparation. En réalité, j'ai mis que quelques éléments dans la liste en bleu, mais il y a tout le reste. C'est plutôt la liste rouge, elle est quasiment complète. La liste bleue, c'est tout le reste, toutes les autres données globalement. Vous avez l'autorisation de les collecter tant qu'elles ne contiennent pas de données personnelles. Et pour Google, du coup, donc pour Google Analytics, et plutôt globalement tous les services de Google, on a une fonctionnalité qui est apparue ces dernières années qui s'appelle le Consent Mode. Donc, le Consent Mode, si vous voulez, c'est une copie carbone du tampon de votre bandeau cookie. Il faut le voir comme ça. Donc, votre bandeau cookie va demander à l'utilisateur est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse vous suivre sur telle et telle fonctionnalité. Soit l'utilisateur il dit non, et du coup il se passe rien, ou on dit à Google bah c'est non. Soit on dit oui, et là on est obligé d'envoyer une information complémentaire à Google dans un format strict qui est défini par le Consent Mode, afin que Google conserve de son côté une copie de l'acte de consentement de l'utilisateur. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour les produits Google. Si vous ne l'avez pas, vous allez perdre en précision de manière... si vous faites de la publicité, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de notion de précision, il n'y a pas de données si vous faites de la pub. Pour Google Analytics, si vous n'avez pas de consentement, il y a la donnée qui remonte, mais c'est moins précis. Donc on met en place le Consent Mode. Alors comment ça fonctionne le Consent Mode? Vous avez une liste en fait de types de consentement qui sont définis, donc c'est ce que vous avez ici au niveau du code, donc ce qui est en vert, add storage, add user data, add personalization, etc. Donc ça ce sont les types de consentement. Et par défaut, en Europe, on doit tous les mettre sur denied, donc pour dire non autorisé, et à l'aide d'un bandeau cookie, lorsque la personne accepte tout ou une partie des cookies, vous allez accepter une partie des consentements. Donc là, vous voyez, dans la deuxième partie, on est passé de denied à granted, et donc on a autorisé certains cookies à se déclencher. Et donc ces cookies, enfin ces catégories de cookies, elles sont associées dans votre tag manager à des balises. Et les balises, en fonction de si une partie ou l'intégralité des consentements intégrés sont autorisés, la balise va pas se déclencher, partiellement se déclencher ou complètement se déclencher. Et ça, c'est une super nouvelle pour Google parce que Google Analytics, qui avant on était Go ou No Go, passe en partiellement Go ou Go complet. Et le partiellement Go, il permet d'avoir une idée de la volumétrie des gens qui disent non. Et c'est grâce à cette idée de la volumétrie des gens qui ont refusé le consentement que Google va venir consolider son jeu de données et générer à partir des gens qui ont dit oui, une volumétrie équivalente pour les gens qui ont dit non. Et donc vous allez avoir un jeu de données avec une moitié quasiment, ou 40 ou 60% en fonction des sites web, de données purement inventées par Google Analytics pour avoir une volumétrie égale à 100% de votre trafic. Donc ça permet d'avoir une volumétrie plus fine, d'avoir des données plus ou moins vraies, mais bon, par contre, vous travaillez avec une partie du jeu de données qui est complètement faussée. Et ça, en fonction d'où vous mettez votre curseur sur l'importance de la data dans votre entreprise, ça peut vous faire basculer chez Matomo ou un autre concurrent. Donc voilà, donc moi, c'est globalement cette partie-là qui va me gêner sur l'utilisation de GA4. Alors ça, c'était côté Google. Donc vous avez vu, on a des obligations dans tous les sens. La CNIL, bandeau cookie, Google, Consent Mode, et WordPress, du coup, pour unifier le bandeau cookie, le Consent Mode et globalement tout ce que les autres marques vont pouvoir mettre en place, il y a un plugin de la communauté qui s'appelle la Consent API de WordPress, qui est un plugin ici, on a eu par Roger Landkorst, qui vient nous inciter à utiliser un standard de développement. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça va nous permettre
à des plugins de tracking et à des CMP, des bandes de cookies, de communiquer de manière fluide et standardisée. C'est-à-dire que vous allez avoir un plugin WordPress lié à votre bande de cookies. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré Acceptio. Vous prenez Cookiebot, Cookies, les autres CMP du marché. Vous installez le plugin. Et si votre plugin de CMP est compatible WP Consent API, eh bien, le consentement de votre bande de cookies va automatiquement être envoyé aux outils d'analyse d'audience en face. Donc là, je vous ai mis, c'est la même logique globalement qu'un consent mode. C'est-à-dire qu'on a cette fois-ci 5 catégories de cookies, donc tout ce qui est lié aux statistiques, au marketing, fonctionnel, préférences et statistiques anonymes. Et globalement, votre cookie va pouvoir leur en parler. Alors je vous ai mis un petit peu une partie de la documentation, c'est des codes que j'ai récupérés sur la page de présentation du plugin, mais globalement c'est en deux temps. On va avoir d'un côté les plugins CMP qui vont devoir déclarer les cookies, déclarer les types de consentement que vous allez pouvoir accepter ou refuser via le bandeau cookie. Une fois que l'utilisateur a accepté ou refusé, l'information à dispatcher, donc c'est ce que vous avez avec la partie événementielle, Event Dispatch du plugin. Et en face, on va avoir vos autres plugins de tracking, donc les plugins publicitaires, les plugins Google Analytics, les plugins Matomo, etc., sous réserve qu'ils soient compatibles WP Consent API, qui vont écouter ces événements qui ont été dispatchés, et en fonction des différents modes de consentement acceptés, vont s'activer partiellement, pas du tout, ou complètement. Donc voilà, je vous ai mis les deux petits codes, mais globalement, ça permet à des plugins de dialoguer via un canal unifié. C'est une super idée. Mais du coup, on prend ou on prend pas? Donc pour Google, globalement, ça permet une gestion en 2 clics du consent mode. Donc vous allez dans Google Sitekit, vous avez un bouton, en plus même pas, le plugin détecte tout seul si vous avez le WP Consent API installé. Si vous l'avez installé, hop, Sitekit est automatiquement plugué, ça marche. Voilà, une intégration, je vous ai mis une intégration invisible, ça marche tout de suite, donc c'est vraiment, j'adore. Pour Matomo, aujourd'hui, il n'y a aucun plugin compatible. Alors, je sais, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait un plugin, j'y travaille. La prochaine version de mon plugin, évidemment, sera compatible avec la Consent API de WordPress, mais je veux prendre le temps de faire ça bien, en respectant les standards de développement de WordPress et les standards de développement de la Consent API. Donc, je vous ai mis ici des petits exemples. Alors, c'est pas des exemples, mais des screens. En haut à droite, c'est les plugins aujourd'hui, donc les CMP disponibles. Donc on a Compliance, Cookiebot, Cookies et GDPR Cookie Compliance. Et dans la deuxième liste, c'est tous les plugins qui s'interfacent correctement. Donc, vous avez vu, on a bien Google Sitekit. Donc admettons aujourd'hui, comme CMP, vous avez Cookiebot et Google Analytics. Bon, bah, vous n'avez rien à faire, les deux s'interfacent parfaitement et ça fonctionne. Donc, on a parlé légal, on a parlé installation, configuration. Vous avez vu, c'est pas aussi simple qu'avant. Avant, on avait un copier-coller, ça marchait. Maintenant, il y a un tag manager, il y a du consentement, il y a de la consent API, il y a plein de trucs à mettre en place. Mais c'est bon, on a enfin des données qui remontent. Alors globalement, les données qui remontent, qu'est-ce qu'on va retrouver comme type de données? Eh ben, on va retrouver des notions de page vue, des notions de session, des durées de session, les taux de rebond, les user agents, les informations voilà, je vous ai mis de temps passé, de clics, de téléchargement, bref. Plein d'informations très intéressantes. Et globalement, que ce soit chez Google Analytics ou Matomo, on va retrouver les mêmes choses. C'est juste une notion de facilité d'accès de la donnée dans une interface, mais on va retrouver la même essence. Dans GA4, il y a quelque chose de nouveau. Alors, je dis nouveau, mais ça fait 10 ans que ça existe chez Matomo. Ce sont du coup les données de mesure améliorées. Donc, dans GA4, c'est activé par défaut, donc vous n'avez pas forcément fait attention. Mais le tracker de base de GA4, il est un peu plus puissant qu'à l'époque, puisque automatiquement maintenant, il va retrouver les mots-clés de recherche interne, les formulaires, les vidéos, les clics sur les liens et les téléchargements, et les détections du scroll. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt fonctionnel. Il y a des petites configurations à faire pour s'assurer que tout soit bien, notamment sur la recherche interne. Il faut s'assurer que vous ayez dans l'URL, au moment de la recherche, un point d'interrogation S égale quelque chose. Bon, par chance, c'est le standard qu'a utilisé WordPress aussi, donc ça marche par défaut, vous n'avez rien à faire. Pour l'utilisation des formulaires, il y aura 2-3 petites configurations à faire côté Google Analytics pour s'assurer que ça remonte correctement. Pour les vidéos, ça marche tout seul. Les clics et les téléchargements, ça marche tout seul. Et le scroll, ça marche tout seul aussi. Donc voilà, donc c'est pas mal. J'en parle pas, mais dans Matomo, c'est déjà là depuis toujours. Donc voilà, sachez que ces choses-là, maintenant, sont traquées automatiquement. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher de la précision. Donc là, on a des données un petit peu génériques, peu importe votre site web, ok, ça remarche, ça remonte, c'est bien. Mais maintenant, on veut aller vraiment chercher quelque chose de précis.
Et donc pour ça, on va mettre en place des notions de recherche améliorée. Donc évidemment, ça ne fonctionnera que pour des sites web qui possèdent un moteur de recherche interne. Donc à chaque fois, maintenant, je vais vous montrer, je vais avoir une fonctionnalité, un bout de code associé. Donc pour les plus techniques d'entre vous, le support évidemment sera disponible pour récupérer les bouts de code, mais vous allez voir qu'à chaque fois, ça tient en une dizaine de lignes. Donc ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on a une page, quand on est sur la page de résultats de recherche, on vient récupérer la requête, donc avec WP Query. Et ici, je viens récupérer le terme recherché, donc ici avec Get Search Query, la catégorie de recherche avec le terme si on est sur une page d'archives, et le nombre d'entités trouvées par le moteur de recherche. Donc dans la clé ici, total. À quoi ça nous sert? Eh bien, dans Matomo, parce que pour le coup GA4 ne le fait pas, mais on a moyen de bricoler pour l'avoir quand même, dans Matomo c'est prévu pour, on va avoir une segmentation entre les mots-clés recherchés qui ont donné un résultat et les mots-clés recherchés qui pour le coup n'ont rien donné, c'est-à-dire le moteur de recherche a retourné 0 résultat valable. Donc c'est hyper pratique, ça marche super bien, et ça vous permet d'avoir une liste de courses de tous les mots-clés recherchés par les gens et les contenus que vos sites web ne retournent pas. Donc moi, pour mon site web, où je vais traiter de l'actu, enfin pas de l'actu, mais des notions de formation technique, les gens vont rechercher des mots-clés auxquels moi, je n'avais pas forcément pensé, et si je vois qu'il y a une volumétrie suffisante, je vais rédiger l'article qui correspond à leur intention de recherche, et c'est comme ça que je fais ma petite liste de courses, finalement. Alors, ensuite, on va baliser le site web, on va baliser les actions, on va dire, génériques. Donc les actions génériques, c'est les actions qui ne peuvent pas être détectées automatiquement par GA et Matomo, mais qu'il va être nécessaire de collecter, qu'on va retrouver sur l'ensemble des sites web. Donc là, avec les événements standardisés, on a 4 tableaux de données. Donc c'est de la documentation GA4. On va avoir un tableau, je vous ai mis des événements génériques qu'on va retrouver sur tous les sites, des événements typés e-commerce, génération de leads et jeux en ligne. Bon, on va s'intéresser principaux ici, qui sont génériques et e-commerce. Donc, vous avez vu, on a des noms d'événements et une description associée. Donc, si vous voulez, par exemple, générer un lead à la soumission d'un formulaire, vous prendrez l'événement generated. Si vous avez un espacement mais quelqu'un se connecte, on ne va pas envoyer sign up, on ne va pas envoyer inscription en français, on va envoyer un événement qui s'appelle login. Et ça va être comme ça à chaque fois pour chaque action primaire de votre site web. Donc pour le e-commerce, si vous êtes e-commerçant, vous devez être un petit peu familier avec ça parce que c'est primordial pour un site e-commerce. Alors que pour les sites génériques, il faut un peu savoir que ça existe pour les baliser. Donc maintenant, vous savez que ça existe. Donc je vous invite à aller sur Google, à taper événements recommandés GA4, et automatiquement, vous allez trouver ces tableaux, et vous les lisez une première fois, et à chaque fois qu'il y a une ligne, vous dites « Ah tiens, ça j'ai sur mon site », eh bien, croyez-moi, ça vaut le coup de le baliser correctement, et de remonter l'information directement dans votre outil d'analyse d'audience. Après, il y a tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas prévu par Matomo ni par Google, mais que vous avez envie de remonter. Donc ça va être par exemple l'inscription à une newsletter, téléchargement d'un livre blanc, ou une fonctionnalité propre à votre site web. Et bien ça, pour le remonter, on va devoir utiliser des événements personnalisés. Alors il y a plein de manières de remonter des événements personnalisés, et encore une fois, il n'y a un peu qu'une seule bonne méthode. Il y a plein de méthodes qui permettent d'arriver à une finalité, mais elles ont toutes des points noirs. Alors que là, avec cette méthode-là, vous allez voir, on n'a pas de points noirs, si c'est évidemment d'avoir accès au code source et d'avoir des compétences de développement, mais normalement, si vous regardez cette conférence, c'est le cas. Donc globalement, on va vouloir baliser les actions principales de notre site web. Donc par exemple, je vous ai mis des formulaires de contact, de génération de leads, des espaces membres, etc., des interactions utilisateurs, etc. Donc vous avez un petit code comme celui présent ici qui va fonctionner aussi bien pour Google Analytics que pour Matomo. Donc c'est pour ça, le code que je vous propose à chaque fois, c'est le code le plus agnostique possible. Le but, c'est vous baliser votre site web, peu importe la solution que vous allez utiliser derrière. Donc ici, on va faire ce qu'on appelle un datalayer.push. Le data layer, c'est un objet JavaScript, donc c'est une couche, c'est un objet JavaScript dans lequel on va venir placer des informations dans un format standardisé pour que des outils tiers puissent venir collecter cette information. C'est exactement ce qui va se passer avec Google Analytics 4 et Matomo. Donc on a besoin de renseigner des informations. Event, .custom event, c'est fixe. Peu importe l'événement que vous allez déployer, cette ligne est toujours la même. Ça veut dire, hey, GA4 ou Matomo, réveillez-vous, j'ai une information à vous passer. Voilà à quoi ça sert. Derrière, on va passer le nom de l'événement. Là, j'ai mis par exemple post comment, parce que quelqu'un vient de mettre un commentaire sur un article. Cette ligne, je l'ai notifiée dans mon petit bout de code comme étant important. Pourquoi ? Parce que cette ligne de code-là, elle va
être utilisé par GA4 et par Matomo. Alors que Event Action, Event Category et Event Value, c'est uniquement pour Matomo. GA4, vous l'avez vu dans les tableaux, ne demande qu'un nom d'événement. Là où Matomo va demander un nom, une action, une catégorie et une valeur optionnelle. Donc dans le doute, on met les 4 informations, que ce soit GA4 ou Matomo, le format fonctionnera avec les deux. Donc ces événements, ils vont remonter dans GA4 et dans Matomo, et ils vont nous servir comme matière première pour définir pas mal de petites choses. La première chose à définir, ce sont vos objectifs. Alors un objectif dans GA depuis quelques mois, ça ne s'appelle plus un objectif, ça s'appelle un événement clé. Voilà, bon, ça s'appelait une conversion, un objectif de conversion, bref. Changement de wording, maintenant c'est un événement clé. Et cet événement clé, il est basé sur le nom de l'événement. Donc ici, dans le tableau, vous allez avoir à gauche le nom des événements reçus, leur nombre, la variation, s'il y en a plus ou moins que la période précédente, etc. Et tout à droite, vous avez des petits checks, et vous allez pouvoir cocher les événements que vous voulez définir comme étant des événements clés, donc que vous voulez surveiller de près, et qui vont avoir un impact sur votre taux de conversion. Donc dans GA4, c'est un check. Dans Matomo, c'est une configuration où on a un petit formulaire à remplir, alors rien de compliqué. Vous écrivez un nom qui vous parle, donc là j'ai mis demande de démo, et vous allez définir que lorsqu'un visiteur envoie un événement, c'est ce que je vous ai mis ici là, send an event, l'event name doit être exactement generate lead. Donc quand on reçoit generate lead comme nom d'événement, ça va automatiquement être comptabilisé comme un objectif qui s'appelle demande de démo, tout simplement. Donc pourquoi est-ce qu'on passe par des événements alors qu'on voit ici qu'il y a plein de configurations possibles? On peut passer par l'URL, le titre de la page, un lien de téléchargement, etc. Mais moi, il n'y a que le nom des événements qui va m'intéresser. Parce que c'est fiable, parce que Matomo n'est pas rétroactif, parce que quand vous allez faire une refonte, vous allez perdre des données. Alors que si vous passez par des événements, vous allez passer au travers de tout ça. Vous allez pouvoir faire des refontes, modifier votre site web autant de fois que vous voulez. Tant que votre événement a le même nom, la continuité des données est assurée. On va également pouvoir s'en servir pour définir des funnels. Ça, très important. Donc, vos funnels, c'est les différents éléments qui permettent de comprendre à quel moment les utilisateurs quittent votre parcours et arrivent automatiquement, n'arrivent pas à terme, n'arrivent pas à la conversion, et vous voulez savoir à quel moment ou quelle étape a posé problème lors de la conversion. Donc dans GA4, il y a des funnels qui sont préconfigurés, qui sont liés au e-commerce. Donc, je vous ai mis ici par exemple un tunnel d'achat. Qui commence par Begin Checkout, donc la personne commence les étapes de paiement, elle va renseigner ses informations de livraison avec Add Shipping Info, puis ses informations bancaires avec Add Payment Info, et enfin effectuer la commande avec l'événement Purchase. Si ces 4 événements sont séquencés dans le bon ordre, on va avoir un tunnel complet. Si quelqu'un émet Begin Checkout, puis Add Shipping Info, puis s'arrête là, il manque la fin, dans le tunnel on va savoir qu'on a eu que les 2 premiers événements sur les 4. On a donc une personne qui a coupé à 50% du parcours et on va avoir un taux de fuite qui va augmenter. Donc c'est hyper bien pour les sites e-commerce, c'est hyper bien pour les sites de génération de leads, c'est hyper bien pour tous les sites web qui vont avoir une masse de trafic et de la conversion au bout. Donc ça reste souvent des sites de génération de leads, mais voilà, je vous recommande vraiment de baliser chaque étape du funnel et de recréer vos funnels, donc que ce soit dans Matomo, donc le screen du haut, ou dans GA4, le screen du bas. Les deux fonctionnalités sont quand même assez complètes, donc pas de souci là-dessus. Donc là, on a déjà plein d'informations. On a des informations balisées, standardisées, qui remontent de manière efficace, qui se rentrent dans les bonnes boîtes pour faire des événements, pour faire des objectifs, pour faire des funnels. Bon, on peut faire encore plus. On peut aller plus loin, on peut ajouter du contexte aux données. Et c'est super important d'avoir du contexte, parce que avoir des données, c'est bien, mais savoir comment elles ont été générées et dans quel cas de figure l'utilisateur se situait ou sur quelle page, quelle information complémentaire on avait, c'est extrêmement important pour vraiment lire vos données et pouvoir prendre des décisions derrière. Donc, il y a une fonctionnalité dans vos outils d'analyse d'audience qui s'appelle des dimensions personnalisées. Bon, comme Google adore renommer, ils ont appelé ça autrement et ils ont appelé ça des définitions personnalisées, mais pas partout, il y a encore des endroits dans l'interface où c'est marqué dimensions personnalisées. Bref, c'est des dimensions personnalisées. Donc une dimension personnalisée, globalement, c'est un bac qui va recevoir de la donnée qui n'était pas prévue à la base. C'est-à-dire que votre outil d'analyse d'audience, il est prévu pour collecter des URL, des titres des pages, des clics, etc. Mais pour récupérer des catégories d'un article, il ne sait pas faire. Donc pour ça, on va venir créer une dimension personnalisée et dedans, on va venir glisser, à chaque fois qu'un article a été lu, on va venir glisser la catégorie de l'article lu et on aura des statistiques par catégorie d'article. Super intéressant. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chaque dimension, on a des scopes. Donc un scope, c'est une portée de la dimension. C'est
quelle information, enfin quelle entité porte l'information qui m'intéresse. Dans Google Analytics, soit c'est un événement, donc je clique, ok, je clique sur quoi, hop, on a l'information sur l'élément qu'on vient de cliquer. Le scope, c'est l'événement. Ensuite, on a un scope utilisateur, donc par exemple, ok, qui vient d'acheter un produit, c'est quelqu'un qui est fournisseur. Fournisseur, c'est une typologie utilisateur. C'est une information qui est portée par la personne et pas par un élément du site web. Et dans Google, on a un troisième élément qui est la portée element, qui en français est la portée produit d'un produit e-commerce, quand vous voulez rajouter des informations contextuelles à votre site e-commerce. Dans Matomo, on n'a que deux dimensions qui sont annoncées. Les visites, qui représentent la partie utilisateur chez Google, et les actions, qui représentent un mix entre les pages et les événements. Mais globalement, on retrouve la même logique, et j'ai jamais eu de limitation, en tout cas à ce niveau-là, vis-à-vis des dimensions. Donc on va utiliser ces dimensions-là pour remonter des informations de custom post type et de taxonomie. Donc par exemple, on va utiliser donc toujours cette même structure, donc le data layer qui sert à accueillir nos données standardisées, et on va y glisser finalement les informations de notre site WordPress. Donc là, je vous ai mis par exemple, on peut remonter le nom du post, le nom des termes, donc dès que vous lisez un article, c'est super intéressant de savoir quelles sont les catégories les plus lues de votre blog par exemple. Si vous avez plusieurs types de posts, est-ce que c'est la partie FAQ, la partie guide, la partie actu, la partie portfolio qui performe le mieux? Et je vous ai mis également, vous pouvez remonter les auteurs pour savoir quels sont les auteurs les plus lus. Et je vous ai mis, par exemple, on peut croiser des informations à partir de plugins. Vous avez un plugin multilingue, vous pouvez remonter en dimension la langue de la page. Et du coup, vous pouvez savoir précisément dans un tableau si les pages sont plutôt vues en français ou en anglais. Donc c'est quand même quelque chose d'assez complet à ce niveau-là. Donc je vous ai mis des exemples de structures de data layer finalisées. C'est-à-dire que là, c'est l'information telle qu'elle va être perçue par votre tag manager, par l'outil qui va lire les informations. Mais ce qui va nous intéresser, nous, en tant que techniciens ou développeurs, c'est de voir comment on passe du code WordPress à cette information structurée. Et donc, justement, je vous ai mis un exemple ici. Donc, c'est un exemple de data layer automatique, donc beaucoup plus puissant que ce que je viens de vous montrer. Ici, on vient détecter par rapport à la page, sur quel type de gabarit de page on se situe. Est-ce qu'on est sur la page d'accueil, une page de recherche, une page 404, une page d'actu, une page d'archives? Et à partir de là, on vient requêter la base de données. Ok, quel est l'objet, l'objet par défaut qui est présent sur la page? Est-ce que c'est un terme? Est-ce que c'est un custom post type? Ou est-ce que c'est autre chose? Et grâce à ça, on peut dérouler toutes les propriétés de notre élément. Donc, quand on est sur un terme, on peut récupérer le titre, on peut récupérer la date de publication, date de modification, le résumé, l'URL, le slug, bref, s'il y a des commentaires ou pas, l'auteur, tout ce que vous voulez. On peut lui associer les taxonomies. On peut lui associer des informations de template, des informations d'auteur avec les rôles des auteurs, etc. Bref, on peut lui associer tout ce qu'on veut. Et ce qui est bien dans WordPress, c'est qu'on peut boucler sur ces informations-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir des éléments récurrents qui sont appelés de la même manière. Et donc, grâce à ce moteur de WordPress-là, on peut générer un data layer automatique sur l'ensemble des pages. Alors, je vous l'ai mis ici. Le projet, il est open source. C'est le plugin OpenMost Sidekick que je vous ai montré tout à l'heure. Cette fonctionnalité, je veux dire, elle est terminée. Moi, je m'en sers en production sur des clients. Elle permet de générer des data layers contextuels, alors beaucoup trop fournis en réalité, mais au moins on a la donnée qu'on veut en quelques clics directement sur l'ensemble des pages. Donc quand vous tombez sur une page 404, dans le data layer, il y a marqué qu'on est sur un type de page d'erreur, que le code d'erreur c'est 404, que le référeur c'est telle information, etc. Bref, on a plein d'informations. Justement, je vais vous montrer comment le faire de manière plus simple si vous n'avez pas besoin d'embarquer toute cette logique-là, mais sachez que dans ce plugin, en tout cas, on a toute cette logique-là. On arrive à la fin du coup de ces petits exemples-là, de cette conférence, et je vous avais justement quelques snippets cadeaux rien que pour vous, parce que vous avez fait l'effort de regarder la conférence jusqu'au bout, donc l'idée c'est de vous récompenser, et justement je voulais vous reprendre les erreurs 404, mais j'en ai d'autres derrière. Donc vous savez que sur votre site web, les 404, c'est pas idéal pour votre expérience utilisateur, et encore moins pour votre SEO. Donc l'objectif, ça va être d'identifier vos 404, ça globalement on arrive à le faire. Et pour les corriger, c'est plus complexe, parce que pour corriger une 404, il faut savoir d'où elle vient. Et pour savoir d'où elle vient, il faut avoir accès au référeur. Dans WordPress, on a une fonction WP getRéféreur qui nous permet d'avoir accès à ce référeur-là, donc c'est très simple à mettre en place. Et on a une condition if is404 qui nous permet de savoir si on est sur une page 404. Donc en récupérant ce code-là, vous allez savoir sur quelle page vous vous trouvez, sur quelle page vous veniez, et on va pousser ces informations dans le data layer. Et là, on a un event qui s'appelle error404,
current URL, l'URL de la page actuelle, referrer URL, l'URL de la page précédente. Ça remonte dans votre outil d'analyse d'audience et vous allez avoir un tableau qui contient toutes vos erreurs 404 avec toutes les pages qui ont généré des erreurs 404 vers des destinations. Et là, vous pouvez laisser tourner ce code-là pendant un certain temps. À la fin de la semaine ou du mois, vous collectez toutes les erreurs et vous les corrigez. Et vous allez réparer petit à petit votre site web sans faire d'efforts et de manière complètement automatisée et gratuite. On a également la possibilité de faire du suivi cross-device, donc ça c'est vachement pratique. Attention, ça nécessite le consentement de l'utilisateur et évidemment ça nécessite le fait d'avoir un espace membre. Et on va pouvoir comme ça suivre un utilisateur d'un périphérique à un autre, d'un navigateur à un autre, c'est-à-dire que si quelqu'un se connecte sur une tablette ou un PC ou un smartphone, on va être capable de savoir que c'est la même personne parce que vos solutions d'analyse d'audience ne vont plus se fier au cookie qui est posé sur le navigateur, mais à un identifiant tiers qu'on vient lui passer. Cet identifiant, on va utiliser l'identifiant de la base de données de WordPress, sauf qu'on n'a pas le droit de le passer tel quel. On est obligé de le hasher et de le passer dans un format SHA 256, qui est une méthode de chiffrement. Donc ici, vous voyez, je fais un petit hash SHA 256 de get current user ID et automatiquement, on vient récupérer une chaîne de caractères qui va nous servir d'identifiant unique et qui est complètement anonymisé puisqu'on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'une valeur a été hachée en SHA 256. Dernier petit snippet, c'est le suivi de la pagination. Alors la pagination, on en met pas en fonction de si vous voulez faire de l'Ajax, de ce que vous avez entendu vis-à-vis du SEO, de ce que Google pourrait aimer, pas aimer. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout est-ce que les gens ils s'en servent. Si les gens ne se servent pas de la pagination, on met pas de pagination, on limite le nombre de résultats. Si les gens se servent de la pagination, on met de la pagination. Bon, déjà ce qu'on sait, c'est que les gens ils vont pas aller jusqu'à la page 27. Ce que je vous recommande globalement avec les données que j'ai pu avoir, c'est qu'on peut afficher plus de résultats par page. C'est-à-dire que de faire des petites pages de 10 à chaque fois et d'avoir 50 pages, c'est pas intéressant. Faites des pages de 20 et divisez par 2 le nombre de pages au total. Beaucoup plus intéressant. Pour une recherche efficace, j'aime beaucoup le moteur de recherche de WordPress, mais quand vous avez goûté à du Algolia ou Elasticsearch, c'est incomparable. Donc ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de 100 fois plus puissant parce qu'on va avoir une recherche sémantique basée sur des connotations et la logique qu'il y a derrière. Donc ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus fort. Et donc je vous invite évidemment à basculer là-dessus. Mais dans tous les cas, que ce soit utilisé avec le moteur classique ou Algolia, on a un data layer à mettre en place. Les data layers ici, eh bien, vous avez vu, on va tout simplement récupérer la constante, enfin la globale WP query. On vérifie qu'on est sur une page avec de la pagination avec isPaged, et derrière, on vient pousser dans le data layer le nombre total d'articles trouvés, le nombre de posts affichés sur la page, le numéro de la page et le nombre total de pages disponibles. Donc toutes les informations qui nous permettent de construire une pagination correcte. Et donc vous allez pouvoir savoir si les gens y vont en page 1, 2, 3 ou plus, s'il y a des personnes qui changent le nombre de résultats, de volume par page, etc. Bref, c'est très pratique quand vous avez un site qui a énormément de contenu. Si ce n'est pas le cas, évidemment, c'est une fonctionnalité dont vous pouvez vous passer. En tout cas, s'il y a une seule chose qu'il faut retenir de toute cette conférence, c'est qu'il faut prendre des décisions qui sont basées sur les données que vous avez collectées. Il ne faut pas prendre des décisions par intuition, il ne faut pas se dire « Ah, mais ça doit être comme ça ». On mesure et ensuite, on fait une prise de décision. Si vous êtes capable d'appliquer ça, globalement, vous allez faire des grandes choses. Merci en tout cas d'avoir suivi cette conférence jusqu'au bout. Moi, j'ai passé un agréable moment. En tout cas, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Le support, évidemment, est disponible soit dans la description de cette vidéo, soit il sera envoyé par mail aux participants. Et directement, on va pouvoir passer à la phase de questions. Alors, j'ai préparé des petites questions. On me demande souvent, est-ce que la mise en place de ce tracking, ça va avoir un impact sur les performances web de mon site ? Alors forcément oui, parce qu'on ajoute du code, donc tout ajout de code génère forcément des lenteurs au niveau du site web. Et ici, je vous ai mis des options, des choses à mettre en place pour optimiser ça. Alors premièrement, oui c'est un impact, mais il n'est pas énorme. Il n'est pas énorme en fonction de ce que vous mettez dans votre tag manager. Plus il y a de choses dans le tag manager, plus c'est lourd. Donc globalement, si vous avez une solution d'analyse d'audience, c'est un peu incontournable, et vous mettez 10-15 événements à côté, vous verrez jamais la différence. Mais si vous êtes un petit peu fan de performance web, je vous ai mis ici trois petits éléments. On peut optimiser. Donc, pour chaque tag manager, en haut Google, en bas Matomo, moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir prefetch le tag manager. Donc, je vais faire un premier appel serveur. Et ensuite, je vais venir preload les fichiers. Donc, le preload, c'est vraiment, je vais aller chercher le script de mon tag manager. Et vous avez vu, pour Google, j'en ai deux. Je vais venir chercher et Google Tag Manager et Google Analytics. Alors que dans Matomo, tout est dans le même endroit. Donc, du coup, je vais automatiquement venir chercher le conteneur de Matomo. Et après, je vous ai mis ici
Data Layer Push, parce que en fait, si vous faites du tracking en partant du Tag Manager pour surveiller votre site web, ça consomme des ressources, alors que si vous faites un Data Layer Push, comme je vous ai montré depuis le début, à savoir, on pousse nous-mêmes l'information dans le Tag Manager, votre Tag Manager, il est passif, donc il consomme rien, il attend juste qu'on le réveille pour lui envoyer l'information. Donc pas de souci sur les web perfs. Si vous appliquez ces petites règles-là, globalement, vous n'aurez pas de souci de performance. Et une dernière question, c'est dans quel cas est-ce que je vais recommander plutôt Matomo ou plutôt GA4 ? Bon, alors déjà, vous avez un petit peu le côté propriétaire versus open source, donc si vous avez un avis là-dessus, vous allez très rapidement choisir l'un ou l'autre. Mais globalement, dans Matomo, vous allez avoir une gestion plus fine du consentement. Vous allez avoir beaucoup plus de précision dans les données, et on va avoir un outil qui est beaucoup plus simple à manipuler pour trouver des rapports et des données qui sont intéressantes pour vos clients, ou pour vous-même. Dans Google Analytics, si vous êtes un e-commerçant, globalement, il y a 100 fois plus de fonctionnalités. Donc, vous pouvez avoir les deux, mais pour un e-commerçant, ne pas être sur Google Analytics, je trouve, bon, voilà, ça va être un peu plus complexe. Si vous faites beaucoup de publicité, la régie Ads de Google, elle s'interface hyper bien avec Google Analytics, etc. Alors, on peut aussi la connecter avec Matomo, mais c'est moins fluide, c'est moins pratique, etc. Et dans Google, surtout, il y a des standards qui sont définis, que moi, j'applique à Matomo, mais globalement, c'est Google qui dicte les standards. Donc, globalement, Matomo, aujourd'hui, c'est principalement dédié aux grosses entreprises qui vont se faire taper sur les doigts par la CNIL s'ils font n'importe quoi. C'est pour l'État, c'est pour les entreprises qui veulent réellement avoir de la précision ultime dans leurs données et qui ont des équipes techniques qui sont capables de gérer leur Matomo. Et Google Analytics, globalement, ça va être pour toutes les entreprises qui veulent avoir des données, mais c'est pas primordial d'avoir des données super précises, qui veulent faire du référencement naturel de manière un petit peu assidue avec des outils tiers qui vont demander des jeux de données, etc. et des connexions tierces. Donc, j'ai un peu de tout de chaque côté. C'est à vous de faire le tri, de savoir ce que vous voulez pour savoir ensuite quel outil vous allez choisir d'implémenter. Voilà, j'espère que j'ai répondu en tout cas aux questions, d'avoir un petit peu répondu aux questions que vous pouviez vous poser. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter, je serais heureux de répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à mettre en place et à revenir sur des parties que vous n'auriez pas complètement compris. Merci, bonne journée à tout le monde et au revoir.